Je vous souhaite la bienvenue, hein. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de l'Éducation du Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur les résultats issus de deux recherches portant sur l'enseignement préscolaire, hein, et qui sont menées dans le cadre du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire. Nous entendrons tour à tour aujourd'hui Annie Charon et Isabelle Plante, toutes deux de l'Université du Québec à Montréal, pour une rencontre qui prendra fin avant 15h30. Je suis Karine Gendron, responsable de programme à la Direction des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Et c'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui en compagnie de Caroline Bégin du ministère de l'Éducation du Québec. Nous compterons également sur le soutien logistique et technologique de ma collègue Audrey Asselin qui pourra vous aider avec tout souci technique au besoin. Il est intéressant de savoir que depuis la première édition du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire en 2002, 10 appels de propositions ont été lancés à la communauté scientifique permettant le financement de plus de 180 recherches. Précisons que le ministère de l'Éducation du Québec a financé la totalité de ces recherches. Nous le remercions de son engagement dans le soutien de la recherche et aussi de reconnaître l'importance de la recherche afin d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. L'objectif principal du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire est le développement des connaissances afin de favoriser la réussite des élèves, des étudiantes et des étudiants au cours de leur cheminement scolaire à tous les ordres d'enseignement, ainsi que de contrer l'abandon de leurs études avant l'obtention du diplôme ou de la qualification convoitée. Le programme mise particulièrement sur la création de partenariats entre le milieu de la recherche et le milieu pratique, puis sur l'appropriation et l'application concrète des résultats de recherche dans le milieu scolaire. Vous aurez compris que le programme s'inscrit dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires qui définissent les objectifs, les besoins de recherche du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation des dossiers qui sont déposés à l'organisation des différentes rencontres qui permettent de communiquer entre les partenaires des ministères, les partenaires du milieu et les équipes de recherche. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Sur ce point, même si elles reçoivent leur financement d'un ministère, les personnes titulaires d'un octroi sont seules responsables du contenu de leurs travaux et sont libres de présenter leurs résultats par différents moyens jugés opportuns. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances permettant de favoriser l'appropriation des connaissances par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Un grand nombre de personnes sont avec nous en ligne, hein. Vous étiez plus d'une centaine à être inscrits, inscrites. Vous provenez de milieux diversifiés, souvent des milieux pratiques, mais aussi de ministères, ce qui est bien stimulant et qui promet une période d'échange assez riche, échange que nous encourageons d'ailleurs, le tout dans un climat de respect, puis un climat sécuritaire. Pour ce qui est du déroulement de la séance, chaque équipe dispose de 30 minutes de parole. Après chaque présentation, nous aurons 15 minutes pour poser des questions ou réagir à certains éléments que vous aurez entendus. Caroline Bégin a accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi de porter votre voix, puisque vos questions seront à inscrire dans la boîte de discussion. Vous constaterez que vos caméras, vos micros ne peuvent pas s'ouvrir puisque nous enregistrons la séance pour une rediffusion sur notre chaîne YouTube du Fonds d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions n'est pas rediffusée. Par ailleurs, je vous informe que les questions écrites dans la boîte de discussion ne sont pas visibles à l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Elles sont accessibles uniquement aux panélistes, donc les personnes que vous voyez à l'écran. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pendant la présentation, même si nous n'y répondrons qu'après chaque présentation. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Annie Charon à nous présenter sa recherche-action s'intitulant Dispositif de développement professionnel permettant d'accompagner les enseignantes à l'égard de la qualité des interactions en classe de maternelle
4 ans et 5 ans. Alors qu'elle amorce son partage d'écran, je me permets de la présenter brièvement. Annie Charon est professeure titulaire au département de didactique à l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche stratégique sur la réussite éducative des enfants à l'éducation préscolaire. Ses récents travaux portent notamment sur les pratiques enseignantes pour soutenir le développement langagier des enfants, la collaboration interprofessionnelle, la valorisation du personnel scolaire, dont les enseignantes à l'éducation préscolaire, et la qualité des interactions entre l'enseignant, l'enseignante et les enfants. Elle est aussi accompagnée de Julie Bazinet, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, qui a évidemment participé à l'étude qui vous est présentée aujourd'hui. Donc, merci à vous deux d'être avec nous. Et puis, je vous cède la parole pour les 30 prochaines minutes. Parfait, merci beaucoup. Alors, ben, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Julie Bazinet pour vous faire notre présentation d'activité de transfert. Donc, présentation qui prend une autre forme que celle auquel on est habitué. Alors, bon, comme le titre a déjà été nommé, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, comme mentionné pour les activités de transfert, ma présentation suivra les 5 points suivants. Donc, je vais commencer par vous présenter l'objectif de la recherche, ces résultats, bien entendu, qui seront abrégés, mais le rapport est assez détaillé avec de nombreuses annexes pour vous aider à en savoir davantage, les retombées et les applicabilités. Et ensuite, bien, j'enchaînerai avec les pistes de solutions, limites et pistes de recherche. Et bien entendu, bien, j'accueillerai vos questions. Là, tenterai avec Julie de répondre au meilleur de notre connaissance. Donc, pour commencer, un projet comme ça, bien, c'est toujours une belle équipe de recherche avec Julie, bien entendu, qui est ici, qui est co-chercheur, donc conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Je pouvais également compter sur une étudiante au doctorat qui a maintenant terminé, soutenu sa thèse il y a déjà 3 semaines, alors Séverine Ayat. Il y avait aussi deux autres collègues de l'UQAM, donc Geneviève Audet et Isabelle Plante, qui est présente aujourd'hui, et une collègue de l'Université Laval, Stéphanie Duval. Alors, commençons par les objectifs. Donc, dans un premier temps, on nous a demandé de recibler le besoin qui avait été euh, auquel notre projet souhaitait répondre. Donc, nous, c'était le besoin numéro un. Donc, en formation continue, comment on peut mieux outiller les personnes enseignantes en exercice afin d'assurer un développement des pratiques à l'égard de l'intervention auprès d'enfants de maternelle 4 ans et 5 ans. Donc, de notre côté, pour ce qui concerne les interventions, on avait le goût de se concentrer sur la qualité des interactions. Donc, notre projet reposait sur 3 objectifs. Donc, le premier était d'élaborer un dispositif de développement professionnel. Et ce dispositif-là était vraiment pour accompagner les personnes enseignantes à la maternelle 4 ans et 5 ans en matière de la qualité des interactions en classe. Donc, à la suite de cette élaboration-là, on a voulu expérimenter le dispositif de développement professionnel auprès de ces personnes participantes. Et bien entendu, comme on a développé ce dispositif-là, on voulait pouvoir en démontrer la pertinence, question que ce dispositif-là puisse être réutilisé dans d'autres contextes. Donc, si j'enchaîne rapidement avec la méthodologie, donc comme il s'agit d'un projet de recherche-action, bien entendu, le besoin provenait du milieu dans ce cas-ci. Donc, des enseignants discutant avec Julie, qui était la conseillère pédagogique à son centre de service scolaire, on s'est dit comment on pourrait améliorer la qualité des interactions chez les enseignantes, entre les enseignantes et les enfants, pour que ça puisse soutenir la réussite éducative des enfants, donc qu'ils puissent mieux se développer dans leurs 5 sphères de développement. Alors, de là est née notre idée du besoin du milieu. Et en plus d'avoir ce besoin du milieu-là, on constatait que dans les écrits scientifiques, les recherches démontraient que dans la qualité des interactions, tout à l'heure je vais vous présenter les 3 domaines, le domaine relié au soutien à l'apprentissage est souvent le domaine qui présente un niveau de qualité le plus faible. Et on se disait que, ben, comme ça semble être partout dans le cas dans le monde, ça serait peut-être pas différent au centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Alors, on s'est dit, bien, c'est un besoin qui provient du milieu et en plus, les recherches démontrent la même chose.
Ensuite, on s'est dit, ben, quel sera notre cadre? Donc, on a décidé d'offrir une recherche-action pour soutenir le développement professionnel des enseignants et on a décidé de mettre en œuvre cette recherche-action-là qui reposerait à la fois sur le modèle Teaching Through Interaction, donc le modèle TTI sur la qualité des interactions, modèle duquel découle l'outil classe, dans notre cas pre-K pour la maternelle. Alors, c'est le cadre sur lequel nous avons reposé notre projet de recherche. Ce modèle-là, pour vous le résumer rapidement, alors on a trois grandes sections, trois grands domaines, le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. En général, dans les classes de maternelle avec des enseignantes un peu plus expérimentées, le soutien émotionnel, l'organisation de la classe vont généralement bien. On peut toujours s'améliorer, mais en général, ça se passe quand même, somme toute, assez bien. Pour ce qui est du soutien à l'apprentissage, on sent que les enseignantes manquent un peu parfois de connaissances pour bien soutenir les apprentissages. Alors, notre rôle, c'était justement de rafraîchir tout ce qui relève du soutien émotionnel et l'organisation de la classe, mais d'insister grandement sur le soutien à l'apprentissage. Et ensuite, bien, pour faire ce beau projet-là, nous avons recruté des enseignantes. On recherchait des enseignantes motivées, volontaires, qui voudraient participer. Alors, nous avons eu un total de 14 enseignantes, mais on a eu deux désistements. Donc, pour un total de 2 ans, 12 enseignantes à l'éducation préscolaire, 4 ans ou 5 ans. J'en suis déjà rendue à ma deuxième partie, les résultats, les retombées et les applicabilités. Donc, dans un premier temps, allons-y avec les objectifs 1-2 que j'ai réunis pour le bien de cette présentation-là, d'élaborer le dispositif et de l'expérimenter. Alors, à quoi ressemblait bien ce dispositif? Donc, le dispositif s'est déroulé sur 2 ans. Oui, on est chanceux. Un projet sur 2 ans, en général, c'est grandement apprécié parce que ça donne le temps de réfléchir, d'expérimenter, puis de revivre une nouvelle année avec des nouvelles connaissances. Donc, pour l'an 1, qui était en 2021-2022, on a commencé d'abord par une première observation en classe parce qu'on voulait savoir qu'en est-il de leur niveau de qualité pour le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Donc, il n'y a pas eu d'accompagnement offert aux enseignantes. C'était vraiment une prise de mesure au départ pour voir où est-ce qu'elles partaient et où est-ce que sont leurs besoins. Et ensuite, en octobre et en décembre, on a vécu 2 journées en fait de formation complète. La première a regroupé les 2 premiers domaines et en décembre, on s'est concentré sur le soutien à l'apprentissage. Suite à cette présentation-là, on leur a donné du temps en janvier, en février et au début mars, au retour de la semaine de relâche, pour pouvoir expérimenter tout ce qu'ils avaient appris finalement avec nous. Donc, ils s'étaient lancés des défis, etc. Et en mars-avril, on a fait une deuxième observation. On utilise toujours l'outil classe pre-K pour observer nos enseignantes et tout. Mais cet outil-là, vous allez voir tout à l'heure, on l'utilise de façon quantitative habituellement. Mais dans notre cas, on l'a surtout utilisé de façon qualitative. Donc, on a une deuxième observation avec de l'accompagnement. Et par la suite, on a enchaîné avec une autre journée de formation, cette fois-ci parlant un peu plus de mixité scolaire et sociale. Donc, c'est notre collègue Geneviève Audet qui est venue s'entretenir avec les enseignants sur la qualité des interactions, mais davantage en contexte de milieux défavorisés ou en contexte d'immigration. Au terme de cette belle année où on a eu 3 journées de formation et 2 observations, dont une avec accompagnement, on a fait un bilan de notre année, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on a appris et ce sur quoi on aimerait surtout poursuivre la deuxième année. Cette deuxième année-là a amené à développer ensuite le dispositif pour un an 2. Ce qui est ressorti ne vous étonnera probablement pas. Les enseignantes voulaient en savoir davantage sur le soutien à l'apprentissage car elles avaient l'impression qu'elles n'étaient pas allées au bout de leurs interventions, qu'elles pouvaient toujours s'améliorer. Donc, elles ont voulu enrichir en fait le soutien à l'apprentissage. Et par la suite, en mois de novembre, on est retourné faire une troisième observation avec accompagnement. Et quand on est arrivé en décembre, on a senti chez les personnes enseignantes ce besoin-là, en fait, de pouvoir analyser des vidéos pour pouvoir se faire l'œil. Ah, quand j'observe la personne, ah, voici un exemple concret de qualité de haut niveau, par exemple, pour le soutien émotionnel, organisation de la classe ou soutien à l'apprentissage. Et
j'avais oublié de vous mentionner qu'au terme du bilan de la première année, les enseignantes avaient vraiment mentionné le fait qu'elles aimeraient aller s'observer entre elles pour voir, parce que les gens, quand on faisait des retours, les enseignantes partageaient leurs pratiques et les autres étaient tout le temps bien curieuses de savoir qu'est-ce qui se passait dans leur classe. Alors, pour la quatrième observation, Julie et moi, on était aussi accompagnés d'une autre enseignante et on a fait une observation qu'on a appelée entre pairs. J'aurai la chance de vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et à la fin, on a fait un bilan. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui a été présenté, comment ça s'est déroulé, le rapport final fait un historique de chacune de ces rencontres-là de façon un peu plus détaillée. Pour ce qui est du résultat de l'objectif 3, donc une fois qu'on avait tout monté, ce beau dispositif-là, qu'on l'a expérimenté, bien entendu, on voulait voir est-ce que c'est pertinent, est-ce que les enseignants ont aimé ça, est-ce que c'est ressorti dans les propos qu'ils ont tenus envers nous selon les différents outils de collecte que nous avons utilisés. Donc, l'objectif 3, démontrer la pertinence du dispositif de développement professionnel. Donc, on ne voulait pas démontrer les effets, mais vraiment la pertinence de cet outil-là. Donc, commençons par les observations en classe. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai présenté le dispositif, la première rencontre, on est allé les observer sans avoir eu aucune formation préalable. Et pour chacun des domaines, vous voyez les petits bâtons qui représentent les dimensions que j'ai mis dans le tableau à la droite. Donc, pour ce qui est du soutien émotionnel, vous voyez que c'est des scores de 1 à 7, 1 étant faible, 7 étant élevé. Pour ce qui est du 2, le climat négatif, c'est un score inversé. On ne veut pas un climat négatif élevé, on le veut le plus faible possible. Donc, comme vous pouvez voir, soutien émotionnel, organisation de la classe, ça se passe en général assez bien. Mais ce qui faisait le bas qui blesse, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est plutôt le soutien à l'apprentissage. Donc ça, c'était notre mesure du départ. Alors nous, on a fait des mesures à 4 moments. Donc on était soit moi, Julie, soit moi, Séverine. On était toujours deux pour aller faire les observations. Puis je vous rappelle que l'outil classe, il faut être formé pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous voyez l'évolution dans les 4 temps de mesure que nous avons fait. 2 temps la première année 2021-2022, 2 temps 2022-2023. Donc, si on regarde plus précisément, par exemple, le soutien émotionnel puis l'organisation de la classe, on voit que c'est quand même assez élevé, mais que ça a quand même remonté un peu. Vous pourriez me dire, ah, mais c'est spécial, au temps 2, on voit que ça descend un petit peu. Il faut dire que quand on met beaucoup nos énergies sur certains éléments, ça se peut que des fois, on en oublie d'autres. Donc, comme les enseignantes étaient très, très, très concentrées sur comment mettre en valeur le soutien à l'apprentissage, ça se peut peut-être que des fois, ils aient perdu l'occasion de faire du soutien émotionnel ou de l'organisation de la classe. Et si vous regardez bien pour le soutien à l'apprentissage, ça ne cesse de monter et on voit vraiment un écart encore plus marqué entre l'automne 2022 et 2023. On voit que le fait d'avoir observé des vidéos, le fait d'être accompagné aussi, ça pouvait grandement contribuer à cette pertinence-là de l'outil. Ensuite, on a fait des entretiens semi-dirigés. Donc, le matin, les enseignantes étaient observées en classe et l'après-midi, elles étaient libérées pour qu'on puisse faire un accompagnement avec elles. Donc, la première observation, il n'y avait pas d'accompagnement, comme je vous disais, c'était un temps de mesure, on ne s'était pas vraiment rencontrés ensuite. Et pour ce qui est de l'observation 2 et 3, il y a eu de l'accompagnement en après-midi. On leur posait des questions sur les 3 domaines. On leur demandait notamment de nous mentionner quand est-ce qu'elles se sont senties compétentes, qu'elles voyaient que c'était une force, comment elles faisaient pour soutenir, par exemple, je ne sais pas moi, la prise en considération du point de vue de l'enfant. Et on faisait aussi la même chose sur les choses qu'elles trouvaient plus difficiles. Et de notre côté, on essaie de faire des suggestions, de proposer des choses à expérimenter. Tout ça, bien entendu, dans un climat vraiment bienveillant, constructif. Puis on partait toujours vraiment des besoins de la personne enseignante. Même chose pour la troisième observation qui a eu lieu au début novembre de la deuxième année. Et comme les enseignants souhaitaient ardemment pouvoir bénéficier d'une observation entre pairs, ben, il y a eu une observation entre pairs et dans l'après-midi, cet accompagnement-là s'est fait aussi avec la collègue. J'aurai la chance de vous en parler un petit peu plus tout bientôt. Donc, dans ces entretiens semi-dirigés-là, qu'est-ce qui est ressorti? Ben, bien entendu, ils nous ont parlé de leurs points forts. Donc, les enseignants nous mentionnaient notamment là, lors de nos échanges, ils sentaient qu'elles avaient une forte sensibilité. Genre, je réponds rapidement aux besoins émotionnels, aux besoins des apprentissages des enfants. J'essaie de répondre de façon le plus chaleureuse possible, avec de l'empathie, puis j'essaie d'être constant dans mes interventions. Je m'assure de maintenir le bien-être de chaque enfant, puis c'est une priorité pour moi au quotidien. Donc,
c'est ce qui ressortait beaucoup dans les entretiens. Pour ce qui est de la gestion des comportements efficaces, ce qui relève davantage de l'organisation de la classe, elles ont mentionné qu'elles trouvaient qu'elles avaient généralement des attentes assez claires et cohérentes, ce qui fait que la gestion était plus efficace en classe, qu'elles utilisaient fréquemment du renforcement positif pour y parvenir, puis qu'elles utilisaient aussi des stratégies des fois subtiles, pas toujours le verbal, mais des fois le non-verbal, le regard, la proximité, un petit rappel discret pour prévenir tout ce qui pourrait être désorganisé ou des comportements qui désorganisent aussi le groupe. Et aussi, un autre des points forts qui a été relevé, ben, c'est leur bon modelage langagier puis leur meilleure qualité de la rétroaction. Donc, grâce à la formation, elles ont dit, ben, je pose davantage de questions ouvertes maintenant, je prends le temps d'expliciter le vocabulaire, puis je nomme précisément leurs attentes et tout. Puis j'offre de la rétroaction spécifique, puis pas de la rétroaction genre, il est beau ton dessin, mais plutôt une rétroaction pour soutenir la réflexion puis la métacognition des enfants. Donc, toutes des choses qu'on avait abordées avec elles et qu'elles étaient capables de voir que c'était une force chez elles. Puis tout à l'heure, là, je vous parlais de la petite flèche qui était montée davantage entre l'hiver et l'automne 2020. En fait, il y a une meilleure progression entre l'hiver et l'automne 2022. On voit que ça fait son petit bonhomme de chemin. De l'autre côté, les entretiens semi-dirigés ont aussi permis de relever des défis qu'elles rencontrent quand même malgré tout ce qu'on leur a présenté. Donc, dans le soutien émotionnel, la considération du point de vue de l'enfant, ils ont mentionné que c'était pas toujours si facile que ça de laisser plus d'autonomie aux enfants, qu'elles le font, mais que ça reste quand même un défi. D'offrir de véritables choix aux enfants. On leur mentionnait que les enfants devaient avoir plus de pouvoir en classe. Donc, elles mentionnaient oui, mais c'est pas toujours évident de le faire et de ralentir le rythme et réduire leur suranimation pour créer de l'espace aux initiatives des enfants. Les anciens ont souvent l'habitude de tout initier, de tout contrôler, puis là, on leur mentionnait de donner un peu plus de pouvoir aux enfants. Donc, c'est quand même relevé comme des défis qu'elles souhaitent continuer d'améliorer. Pour ce qui est de la productivité, qu'on pourrait résumer plutôt en maximisation du temps d'apprentissage et la gestion des transitions, certaines ont mentionné que des fois, il y a des périodes d'attente qui étaient trop longues pour les enfants, qu'elles doivent continuer d'améliorer ça, des transitions susceptibles de générer de la désorganisation, ce qu'elles ne veulent pas, et un sentiment de manquer d'efficacité pour maximiser le temps d'apprentissage. Donc, est-ce que mes transitions sont tout le temps faites ou les enfants continuent d'apprendre des choses, par exemple? Et pour ce qui est des modalités d'apprentissage puis le développement de concepts, bon, on leur a parlé beaucoup de varier leurs modalités d'apprentissage, clarifier les intentions, mieux gérer le matériel, augmenter l'engagement des enfants, que ça demeurait quand même un défi, même si elle s'était déjà améliorée. Puis le développement de concepts qui relève toujours du soutien à l'apprentissage, donc difficulté à pousser plus loin la pensée critique. À 4-5 ans, comment je peux faire pour poser des questions qui vont les amener à être plus réflexifs, plus métacognitifs, de faire des liens conceptuels, de proposer des activités où il y a des réelles résolutions de problèmes adaptées à l'âge de ces enfants-là. Puis elles ont mentionné aussi qu'elles sont conscientes des fois qu'elles ont pas, qu'elles exploitent pas toujours les occasions d'apprentissage là, spontané qui arrivent, que ça pouvait être des choses qu'elles pouvaient continuer d'améliorer. Que ce soit les éléments positifs ou des défis rencontrés, moi, j'étais tellement surprise de voir comment elles se reposaient sur le cadre qu'on leur avait présenté. Elles étaient vraiment très métacognitives de leur propre pratique. Pour ce qui est de l'observation entre pairs, on a bien entendu dans ce que je viens de vous présenter, puis l'observation entre le pair, il y a deux annexes dans le rapport qui détaillent vraiment précisément ces deux collectes de données-là. Donc, les enseignantes ont vraiment mentionné que le fait de faire de l'observation entre pairs, c'était vraiment plein d'avantages. Elles ont beaucoup aimé le déroulement de l'observation entre pairs, le fait d'observer à partir d'une petite grille, puis l'après-midi de faire un retour à partir d'un objectif nommé par la personne qui voulait être observée. Que c'était vraiment déroulé dans un climat positif, hein. Chaque personne était observateur, mais serait à son tour aussi observée, donc on sentait vraiment la bienveillance mise en place. Et la planification d'un objectif. Quand tu vas venir m'observer dans la classe, j'aimerais ça que tu portes ton attention sur tel élément. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place, puis j'aimerais ça que tu me dises si tu le vois, si ce que je fais, c'est bien. Donc, d'avoir aussi un objectif d'observation, ça a été grandement apprécié. Donc, je pense pas me tromper en me disant que tout le monde a apprécié observer une collègue, que ça a été très formateur et que nous aussi, on a vu, par exemple, je pense à une enseignante à qui on a
régulièrement dit des choses, Julie et moi, et qu'on ne voyait pas nécessairement les changements euh, selon les observations effectuées, mais que lorsque cette personne-là est allée observer une de ses collègues, elle a vraiment comme compris en voyant une autre classe. Ah, c'est à ça que ça devrait ressembler. Puis quand on est retourné l'observer, on voyait déjà un changement. Elles ont beaucoup aimé recevoir de la rétroaction constructive de quelqu'un qui fait le même travail, qui fait le même travail au quotidien. Donc, il y a eu beaucoup de partage de pratiques, de matériel, de conseils. Puis jamais des conseils, moi, je suis meilleure que toi. Au contraire, c'est moi, j'ai déjà expérimenté ça, ça fonctionne bien. Ah oui, moi, j'ai essayé telle chose. Donc, c'était vraiment un réel partage de savoir expérientiel, je pourrais dire. Puis aussi, ben, ils ont adoré, c'est ça, les échanges avec les collègues, ça fut très, très, très formateur. Puis si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur l'observation entre pairs, il y a eu un article qui a été réalisé avec Laurie Bédard, qui a réalisé un stage dans le cadre de ce projet. Et aussi, on a fait des récits de pratique. Initialement, on était supposé d'utiliser un questionnaire qu'on avait annoncé, mais finalement, en regardant bien le questionnaire, Geneviève Audet et moi, on s'est rendu compte qu'il ne convenait pas vraiment. Alors, Geneviève m'a proposé plutôt de faire des récits de pratique. Quelle bonne idée. Donc, c'était vraiment un guide d'entretien ouvert. Pour chacune de ces 12 participantes-là, on a fait 3 récits de pratique. On en a fait un au terme de la première année. Et on en a fait 2 lors de la deuxième année. On leur demandait en fait de se choisir un enfant dans la classe. Ils nous donnaient un nom fictif de cet enfant-là. Ils le choisissaient comme ils voulaient. Et dans le fond, lors de cette rencontre-là, ben, ils devaient nous parler de sa relation avec l'enfant, de ses interactions. Ça pouvait toucher autant dans la classe que extra-classe, avec la famille notamment. Comment cet enfant-là, ben, pourquoi vous l'avez choisi, qu'est-ce qui vient vous chercher là-dedans, puis de nous raconter, bien sûr, en toute confidentialité, sous le pseudonyme d'un autre nom, comment s'est déroulée cette relation-là. Tous les récits de pratique, on en a 30, presque 36, 35, je pense, présentement. Donc, on souhaite les publier également. On est rendu à cette étape-là. Ils sont tous validés par les enseignants. Et dans les récits de pratique, quand on se met à les regarder d'un peu plus près, on se rend compte qu'ils nous abordent beaucoup sur le prendre le temps et lâcher prise. Donc, une relation, ben, ça se fait pas en claquant des doigts, bien entendu. Ça prend du temps, de la patience, de la souplesse, de la bienveillance, puis qu'il faut, bien entendu, éviter la confrontation à notre fameux climat négatif de notre outil classe. Donc, c'était intéressant parce qu'elles ont fait beaucoup, beaucoup de clins d'œil à l'outil qu'on avait utilisé. Bien entendu, comme je vous parlais tout à l'heure, on a parlé de milieux défavorisés, d'immigration chez les familles aussi. Ils nous ont aussi beaucoup parlé d'établir un lien fort avec les parents. On sait qu'à la maternelle, la collaboration école-famille, c'est tellement important. Et ils nous ont mentionné que c'était important que cette collaboration-là soit mise en place pour sécuriser l'enfant, puis ensuite, bien sûr, ça soutient l'enseignant. Et elles nous ont fait part aussi de quelque chose qui m'intéresse grandement de plus en plus, la collaboration interprofessionnelle. Donc, comment c'est important de travailler en collaboration, de pouvoir compter sur le soutien des équipes écoles, que ce soit les techniciens en éducation spécialisée, les conseillers pédagogiques, les directions d'école, que ça s'avère vraiment, ben, bref, quand on travaille en équipe, ben, ça aide grandement à la qualité des interactions. Donc, pour le dernier point de cet aspect-là, donc les retombées et les applicabilités, ben, il faut savoir que le dispositif qu'on a mis en place a déjà été réutilisé dans d'autres centres de services scolaires. On souhaite le faire connaître aussi à d'autres centres de services scolaires ou commissions scolaires anglophones. Et avec Julie, elle participe justement à un regroupement de conseillers pédagogiques de la Montérégie et de l'Estrie. Et ben, c'est cette dizaine de conseillers pédagogiques-là à qui Julie et moi avons présenté le projet ont décidé de se former à l'outil classe et à l'expérimenter dans leur centre de services scolaires respectifs, ce qui fait que ça a comme contaminé un beau, je dirais, 10 centres de services scolaires. Donc, c'est vraiment, pour moi, une superbe retombée. Séverine Ayat, qui est une étudiante qui nous a aidés, comme je vous disais tout à l'heure, qui a soutenu sa thèse de 3 semaines, a fait un projet similaire, mais cette fois-ci en contexte d'éducation préscolaire, mais elle a vraiment reparti beaucoup de notre formation, de la façon qu'on a accompagné aussi les enseignants.
Et bien entendu, bien, on a à l'UQAM du moins un nouveau programme qui s'en vient, puis je compte dans les cours à l'éducation préscolaire mettre encore plus de place à la qualité des interactions, pas seulement comme un contenu de 3 heures, mais plutôt en faire des clins d'œil tout au long de tous les cours qu'on donne à nos futurs enseignants. Puis bien entendu, bien, de la diffusion de résultats, on espère pouvoir continuer de partager. Julie et moi avons partagé notamment au colloque, dans un colloque professionnel à l'éducation préscolaire l'an passé, mais on souhaite continuer de diffuser autant de façon professionnelle que scientifique. J'arrive à nos pistes de solutions. Donc, on avait comme 5 grandes sections, donc les décideurs, décideuses du ministère de l'Éducation. Ben moi, j'aurais un message à passer dans un premier temps. À chaque fois que je fais des actions concertées, puis que le FRQ puis le MEC valorisent les recherches-actions, j'ai tout le temps l'impression que j'investis dans le développement professionnel des enseignants. Les enseignants ont maintenant 30 heures de formation à réaliser en 2 ans. Et que je trouve que c'est ce genre de projet-là où toutes les retombées de ces projets-là sont tellement gagnants pour le développement professionnel. Puis, bien entendu, bien, j'aimerais aussi qu'on puisse bonifier la formation continue universitaire en lien avec la qualité des interactions, mais aussi dans une perspective complémentaire à la formation initiale. Donc, que ce soit en formation initiale ou continue, je pense qu'il faut parler de plus en plus de la qualité des interactions, car disons-le, c'est un des prédicteurs de la réussite éducative des enfants. Pour ce qui est des gestionnaires, donc dans nos programmes de formation universitaire, bien, j'espère qu'on va parler davantage de la qualité des interactions en cours, en stage et aussi, par exemple, dans notre DESS à l'éducation préscolaire pour la formation continue. Moi, j'aimerais grandement ça que nos superviseurs de stage soient formés à cette grille d'observation-là pour pouvoir donner de la rétroaction à tous nos étudiants, que ce soit un stage en deuxième année, puis tant mieux si ça se perpétue pour les autres stages. Puis si on pouvait former nos superviseurs de stage à cet outil-là, ben, je pense que ça serait gagnant de les utiliser correctement en stage. Pour ce qui est des centres de services éducatifs aux jeunes, ben, je le sais qu'on a de plus en plus de coupures dans les milieux, mais si on pouvait mettre ce genre de dispositif-là de formation, d'accompagnement, je pense que ça serait grandement apprécié. Puis comme je le dis, il y a certains centres de services scolaires qui l'ont fait, alors c'est génial. Ça vit Pour encore chez nous d'ailleurs. Oui, qui est encore là chez toi, Oui. Julie, c'est Ce vrai. matin d'ailleurs, j'étais en rencontre avec des enseignantes pour ce dispositif-là. Ah, super, Ouais. merci Julie. Pour les personnes qui interviennent en formation initiale et continue, que je parle de professeurs universitaires, invités, chargés de cours, superviseurs de stage, conseillers pédagogiques, il faut que ces personnes-là s'informent sur la qualité des interactions, lisent sur le sujet, se forment pour pouvoir offrir un meilleur accompagnement aux enseignantes, aux futurs enseignants et aux enseignantes en exercice. Pour les enseignantes à l'éducation préscolaire, ben, j'aimerais ça qu'elles puissent s'informer sur le concept. On essaie d'écrire des articles dans la revue du préscolaire, de faire des jasons éducation préscolaire sur le sujet, de participer à ce dispositif-là, que les directions d'école libèrent les enseignantes pour qu'elles puissent y participer, puis qu'elles puissent ben, adopter en fait cette posture de qualité des interactions dans leur classe. Et pour les futures personnes enseignantes, ben, j'espère qu'on va leur offrir la chance d'aborder ce sujet-là dans leur cours, qu'on va leur présenter le modèle TTI, puis qu'ils puissent observer des vidéos, puis elles-mêmes s'auto-former en classe. Donc, je pense qu'on devrait utiliser davantage la vidéo avec des enseignantes qui ont des pratiques reconnues par la recherche, puis qui pourraient être mises en valeur. Puis, bien sûr, ben, si nos superviseurs de stage étaient formés à cet outil-là, ben, je pense que ça serait grandement intéressant comme rétroaction à obtenir. Pour les quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais aborder avec vous les limites et les pistes de recherche. Donc, c'est sûr que dans ce genre de recherche-là, je vous ai mentionné tout à l'heure que nos critères, c'était des gens motivés et volontaires. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un biais de volontariat, hein. C'est des gens qui, à la base, voulaient s'améliorer, puis voulaient mettre du temps et de l'énergie et accepter de nous ouvrir leur classe. Donc, peut-être qu'elles ont été davantage motivées et c'est peut-être pour ça qu'on a vu qu'il y avait une petite hausse autant dans les trois domaines de la qualité des interactions. Il y a peut-être aussi une désirabilité sociale quand on est allé les observer. Peut-être quand on les observe, elles donnent leur 100%, mais j'ai eu l'impression qu'elles étaient égales à elles-mêmes. Très difficile de mentir avec des enfants de 4 et 5 ans. Et lors de l'accompagnement aussi, là, je pense qu'on mettait en place là, un climat pour pas qu'elles aient à nous faire à croire ou nous dire des choses qu'elles veulent
qui nous ferait plaisir, en fait. Je pense qu'elles partaient vraiment de leurs vrais besoins puis de leurs vraies forces. On a observé seulement en avant-midi, on n'a pas observé l'après-midi. On sait que l'après-midi à la maternelle, c'est un autre contexte. Les enfants sont plus fatigués. Comme enseignant, on est peut-être aussi plus fatigués. Donc, ça peut être une autre de nos limites. Puis, bien entendu, ben, la charge de travail puis les contraintes du milieu. On se sortait à peine de la pandémie, hein. On était encore, la première année, tout le monde était encore avec le masque. Il y avait beaucoup de choses de mis en place. Puis nous, on disait aux enseignants, ben, expérimentez des choses en classe. Fait que peut-être que des fois, elles auraient voulu expérimenter davantage, mais qu'il y a eu certaines limites liées à cette charge de travail aux contraintes du milieu. Et pour ce qui est des prochaines pistes de recherche, bien, on pourrait en avoir plein, là, mais parlons de deux d'entre elles. Ça aurait été intéressant pour un prochain projet de documenter les transformations observées. Là, on regarde de façon plus quantitative, est passé d'un 5 à un 7 niveau qualité, mais ça serait intéressant de documenter plus en détail de façon qualitative. Qu'est-ce que la personne a fait qu'elle faisait pas avant, qu'est-ce qu'elle a mis en place qui semble être plutôt gagnant. Donc, de regarder un peu plus la posture professionnelle, puis concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on passe de tel niveau à un niveau supérieur. Puis, ça serait intéressant aussi d'évaluer les effets de cette qualité-là. Là, on s'est concentré que sur l'enseignant, mais ça serait intéressant de regarder sur la participation de l'enfant puis son engagement dans ses apprentissages. Est-ce que quand le soutien émotionnel est super élevé, euh, est-ce que les enfants sont davantage engagés? Est-ce qu'ils ont l'air de se développer davantage? Est-ce qu'ils ont l'air d'apprendre plus de choses? Je croirais que oui, mais ça serait intéressant de mener un projet sur ça. Alors voilà, donc pour terminer, ben, ce genre de projet-là, c'est très prenant en termes de temps, mais je tiens vraiment à remercier chaleureusement ben, nos participantes. Puis j'espère de tout cœur que ce projet-là continue dans leur classe puis qu'ils gardent des petites brides de ce qu'on leur a présenté. Je remercie toujours le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières pour qui, à chaque fois que j'ai une idée de projet, embrasse le projet, allouent du temps de leurs conseillers pédagogiques, des locaux, libèrent des enseignants. Donc, mille merci. Les assistantes de recherche qui ont participé au projet, puis bien entendu, bien, un beau merci au FRQ et au MEC pour qui ce genre de projet-là est grandement apprécié des milieux scolaires. On va avoir la chance d'entendre Isabelle Plante de l'UQAM, qui va nous présenter cette fois-ci un projet de recherche intitulé Promouvoir l'égalité des genres à l'école au moyen d'une intervention destinée à des enfants de l'éducation préscolaire. Puis je me permets de la présenter tout de suite. Donc, Isabelle Plante détient un doctorat en psychopédagogie à l'Université de Montréal ainsi qu'un postdoctorat en psychologie appliquée réalisé à l'Université de New York. Professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, elle est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école. Ses travaux portent sur les parcours scolaires et professionnels des filles et des garçons au primaire et au secondaire, notamment en lien avec l'anxiété de performance scolaire, la motivation, la réussite et les aspirations professionnelles selon les matières. Elle s'intéresse à la fois à la compréhension des facteurs qui contribuent aux écarts de genre et au développement d'interventions visant à prévenir les difficultés et à contrer les stéréotypes en milieu scolaire. Elle mène également ses travaux sur l'école à trois vitesses et ses effets sur l'inégalité, les parcours et l'expérience scolaire des élèves selon le genre. Puis, on sait que plusieurs membres de son équipe sont peut-être avec nous dans le public aujourd'hui, hein. C'était une grande équipe. Puis, pour sa présentation, Isabelle sera accompagnée de Natacha Bérubé-Deschênes, que vous voyez aussi à l'écran, qui est étudiante de doctorat et qui a contribué aussi à la recherche. Donc, je n'en dis pas plus. À vous la parole pour les 30 prochaines minutes. Oui, bonjour tout le monde. Donc, d'accord, on va y aller. Donc, je vous présente aujourd'hui les résultats de notre projet de recherche qui s'intitule Promouvoir l'égalité des genres à l'école par des interventions adaptées au contexte de l'éducation préscolaire. Je veux d'abord souligner là, toute la contribution, bien sûr, de notre grande équipe professorale. Là, vous aurez vu qu'il y a plusieurs noms ici, donc moi-même, Jonathan Buteau, Laurie-Marlène Profoisy, Annie Charon, que vous venez juste d'entendre, Éric Dion, Annie Dubo et Marie-Hélène Véronneau, qui sont tous et toutes de l'Université du Québec à Montréal.
Et je voudrais aussi souligner la participation vraiment importante de toute une équipe d'assistants et d'assistantes de recherche qui a contribué au projet. Ici, je mets les noms là, des 3 personnes qui travaillent actuellement sur le projet, mais vous verrez à la fin de la diapositive aussi, il y a plusieurs autres noms qui sont là. Et je tiens aussi à souligner l'apport de plusieurs institutions qui ont contribué au projet, notamment le Fonds, évidemment, Société Culture, le ministère aussi de l'Enseignement, et les centres de services scolaires le Centre de services scolaires de Montréal qui a pris part au projet. Donc, aujourd'hui, je vais orienter ma présentation, je vais rapidement synthétiser les objectifs et la démarche méthodologique, mais je vais vraiment orienter le plus gros de la présentation autour des résultats, hein, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut vraiment pouvoir là, vous présenter. Donc, on va d'abord parler du développement et des effets d'une formation qu'on a développée. Ensuite, on va vous parler du développement et d'évaluation d'une trousse pédagogique aussi qui a été développée. Ensuite, on va vous parler des contributions de ce beau projet-là, autant théorique que pratique. On va synthétiser le plus rapidement possible les recommandations qui émanent de ce projet-là et on va vous parler des limites et des pistes de recherche futures. Donc, tout d'abord, peut-être juste vous situer le projet qui entendait répondre aux besoins de recherche numéro 10 qui était établi dans l'appel de proposition, soit d'identifier dans quelle mesure et comment la présence de stéréotypes sexuels influence la persévérance et la réussite scolaire des filles et des garçons en vue d'identifier des pistes d'action prometteuses pour favoriser des pratiques d'enseignement non stéréotypées. Donc, ça nous a mené vers l'identification d'un objectif principal de recherche qui est de développer des ressources pour contrecarrer les stéréotypes de genre dès l'éducation préscolaire. Et on s'est donc concentré sur le développement de 2 ressources complémentaires. Donc, nos objectifs spécifiques, évidemment, s'orientent autour de ces ressources-là. Le premier objectif, c'était d'élaborer une formation ayant pour but de former le personnel enseignant scolaire afin qu'il développe les savoirs nécessaires pour mobiliser des pratiques visant à favoriser l'égalité des genres à l'école. Le deuxième objectif, qui est complémentaire, c'est d'évaluer les effets de cette formation sur l'acquisition de savoir, savoir-faire et savoir-être liés aux stéréotypes de genre et à l'intervention non stéréotypée à l'école. Et enfin, notre troisième objectif tourne autour d'une trousse pédagogique. Donc, l'objectif, c'était de développer et d'évaluer la faisabilité d'implantation perçue d'une trousse pédagogique qui visait à déconstruire les stéréotypes de genre en contexte d'éducation préscolaire 5 ans. Les approches méthodologiques. D'abord, les 2 premiers objectifs qui concernent l'élaboration d'une formation et l'évaluation de ses effets ont pris appui sur un devis expérimental. À ce point-ci, on a testé la phase pilote. Donc, on va pouvoir vous présenter déjà les premiers résultats, mais il faut savoir que le devis expérimental va ensuite être implanté à plus grande échelle aussi dans les pistes à venir. Donc, il s'agit d'un test vraiment pré-test. La moitié du groupe, donc le groupe expérimental, suit une formation pour déconstruire les stéréotypes. Il y a un groupe contrôle qui n'en suit pas et ensuite, il y a un post-test. Ensuite, pour développer et évaluer la trousse pédagogique, donc c'est le troisième objectif de recherche, on a suivi les différentes étapes d'une recherche-développement. Donc, on a suivi la proposition de Bergeron et ses collaborateurs qui se décline en 5 phases, pardon. Les 3 premières phases, vous le verrez ici, mais je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on va beaucoup revenir sur les différentes phases lorsqu'on va présenter les résultats qui en découlent. Donc, les 3 premières phases sont vraiment pour problématiser le problème, structurer puis planifier une démarche là, ou une intervention. Ensuite, on développe un prototype, donc à la phase 3. À partir de la phase 4, il y a vraiment une évaluation qui est faite. Dans notre cas, ça a été 6 experts qui ont participé à cette phase-là d'amélioration. Évidemment, tout ça étant une itération là, constante, jusqu'à la proposition d'un produit final. Je passe la parole là, à Natacha pour vous présenter les principaux résultats.
Oui, donc en ce qui concerne la formation, donc le premier objectif visait vraiment comme à l'élaborer cette belle formation-là. C'est une formation qui est en ligne, asynchrone, disponible, disons, qui va être disponible librement. Et donc, elle est très autoportante. Elle se décline en trois modules principaux qui nous permettaient vraiment de tout d'abord mettre les assises, donc les contenus davantage théoriques liés au sexe et au genre. Ensuite, le deuxième module est vraiment axé sur les contenus liés aux stéréotypes de genre. Donc, quels sont ces stéréotypes-là? Comment est-ce qu'ils se construisent et comment est-ce qu'ils se manifestent, que ce soit dans la classe, chez les jeunes ou à l'extérieur de l'école. Et enfin, comment est-ce qu'on peut intervenir? Donc, quels sont les leviers d'action sur lesquels on peut agir en tant que personne intervenante à l'école? Donc, chaque module avait des objectifs spécifiques, comme on peut le voir ici dans le tableau, des contenus spécifiques qui étaient inscrits en continuité les uns des autres. Et finalement, pour assurer une certaine certification possible là, qui pourrait éventuellement être utilisée en formation continue pour les personnes enseignantes notamment, eh bien, il y avait vraiment une évaluation finale qui permettait d'obtenir une note. Et là, avec un 80%, on obtient la certification pour chacun des modules. Donc, on va vous montrer un petit extrait, justement, qui est axé sur le contenu, OK? Comment est-ce qu'on présentait un peu les contenus dans les capsules. C'est sûr que c'est un bref extrait, mais ça va vous permettre tout de même d'avoir un petit avant-goût. Ce ne sera pas très long, je vous ouvre ça. Donc, voilà. Vous verrez que je vais juste m'assurer, oui, j'avais mis le son. Vous me direz si, dites-moi rapidement si le son ne fonctionne pas pour la vidéo, mais vous verrez que nous avons Laurence, qui est notre protagoniste dans la série de capsules, qui va se questionner, en fait. Voilà. Pour déterminer si un objet ou un livre présente des stéréotypes de genre, voici les questions à se poser. Le matériel s'adresse-t-il principalement aux élèves d'un seul genre? Par exemple, dans la bibliothèque de classe, on retrouve un livre rose avec des paillettes suggérant que ce livre s'adresse aux filles. Est-ce que les rôles sociaux sont représentés de manière stéréotypée par les personnages et le contexte? Par exemple, une capsule vidéo dans laquelle on voit la mère qui aide son enfant avec ses devoirs tout en préparant le souper, alors que le père rentre du travail, véhicule des stéréotypes traditionnels sur les rôles de la mère et du père. Est-ce que les intérêts des personnages reproduisent des stéréotypes? Comme un livre dont la couverture montre uniquement un groupe de filles faisant du ballet, qui suggère que le ballet intéresse uniquement les filles. Est-ce que... Donc voilà, je suis désolée de vous couper ça. C'est pour vous montrer un bref extrait, dans le fond, du module 2 ici. Donc celui qui s'intéressait à qu'est-ce que sont les stéréotypes de genre et comment ceux-ci peuvent-ils se manifester et être renforcés. Donc ça, c'était vraiment dans la classe, comment est-ce qu'on peut axer notre regard pour essayer d'analyser un petit peu le contenu, ce qu'on présente aux jeunes, puis tout ça, pour limiter, dans le fond, là, éviter en fait de renforcer les stéréotypes et tout ça. Donc, une fois que cette formation-là a été terminée d'être élaborée, comme le disait Isabelle, on a fait un pilote pour essayer de voir les effets auprès de 7 personnes, des futures personnes enseignantes. Et donc, sur les savoirs en soi. Donc, comment est-ce que ces personnes-là ont pu acquérir des savoirs sur les stéréotypes de genre? Et à l'échelle où on était, avec l'outil qu'on avait développé pour mesurer les effets sur les connaissances, on n'a pas eu de résultats probants, là, que ce soit sur l'un ou l'autre des contenus. Donc, il y a vraiment un ajustement à faire de ce côté-là, ce qui est en cours pour l'expérimentation. Cependant, du côté de l'adhésion aux stéréotypes de genre, donc voir vraiment si la personne enseignante qui faisait la formation continuait à maintenir des stéréotypes de genre aussi importants, eh bien là, on a quand même des beaux effets prometteurs, ou du moins des belles tendances prometteuses par rapport à ça. Donc, tout ce qui était l'adhésion aux stéréotypes de genre sur les matières scolaires. Donc, est-ce qu'une matière scolaire va être plutôt typiquement masculine, typiquement féminine? Ça, il y avait des belles tendances ou des beaux effets, comme quoi ça réduisait. Même chose du côté des rôles sociaux de genre, à l'exception des rôles sociaux qui sont typiquement féminins. Donc, à qu'est-ce qu'on s'attend, par exemple, du comportement, des attitudes d'une fille?
il y a eu une petite augmentation des stéréotypes qu'on pourrait expliquer par le fait que la formation, si on la suit, bien, elle met davantage l'accent sur la déconstruction de stéréotypes qui contraignent les comportements des garçons. Donc ça c'est une chose à porter attention. Et enfin, il y avait des tendances aussi, même si on n'a pas atteint un seuil de significativité, si on veut, là, donc on n'est pas certain de l'effet, mais on voit quand même qu'il y avait une tendance sur la déconstruction des stéréotypes de genre liés aux jouets, aux activités et aux traits chez les enfants. Il y a une catégorie de savoirs qu'on n'a pas abordée dans cette évaluation-là. Ce sont les savoir-faire et on aimerait beaucoup les intégrer dans l'expérimentation. Donc ça, c'est en travail aussi. Pour ce qui est du côté de la trousse maintenant, il y a eu un travail vraiment fin et d'itération dans la recherche-développement, là, vraiment beaucoup d'allers-retours, de questionnements, de remise en question qui ont eu lieu dans les dernières années pour arriver au produit qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on s'est basé sur la première phase de problématisation qui faisait vraiment émerger le fait qu'on n'avait pas d'outils qui étaient prêts à l'emploi pour aider les personnes enseignantes, notamment l'éducation préscolaire ici, à déconstruire les stéréotypes de genre avec les jeunes. Donc, on s'est basé sur aussi des recommandations quant au contenu, au format qu'on pouvait avoir. Par exemple, on a priorisé l'utilisation de la littérature jeunesse. On a aussi fait concevoir des marionnettes pour pouvoir animer, dans le fond, un petit peu les différentes activités. On s'est basé sur des séquences d'apprentissage et de développement pour des enfants, adaptés à des enfants de 5 ans. Et on s'est assuré de développer un manuel d'accompagnement pour les personnes enseignantes qui allaient vouloir utiliser la trousse. Lorsqu'on a présenté ces premières idées-là, il y a certaines lacunes qui ont été mises en lumière. Par exemple, le fait qu'il n'y avait pas de fondement théorique qui venait appuyer les choix des thèmes qu'on avait ciblés initialement ou encore les choix d'activités. Donc, on est retourné à la table à dessin par rapport à ça. Ça nécessitait aussi qu'on mette... qu'on repense un petit peu les activités parce que il a été soulevé par certaines personnes de l'équipe de recherche, pour ne pas la nommer Annie, que les enfants devaient être vraiment actifs dans les activités. Donc ça, c'est vraiment une considération qu'on a gardée en tête pour l'élaboration des activités. Puis aussi, est-ce qu'on était sûr de notre structure et tout ça? Donc, on est allé valider la structure générale là, de l'intervention auprès des co-chercheurs. Ce qui nous a fait faire plusieurs allers-retours, mais on a proposé enfin une version bonifiée des contenus du format qu'on a mis, pas mis à l'essai de façon empirique, mais plutôt du côté de 6 experts, comme le disait Isabelle tantôt. Dans cette trousse initiale-là, il y avait, bien sûr, on basait le tout sur les modules de formation qu'on avait élaborés. Donc, les 3 modules de formation viennent soutenir l'utilisation de la trousse, même s'ils sont indépendants. Et ensuite, dans la trousse en soi, on abordait 8 thèmes liés aux stéréotypes les plus répandus chez les jeunes. Donc, ceux qui vont le mieux comprendre déjà, mais qui vont aussi être plus en contact avec ces stéréotypes-là. Du côté du manuel de la personne enseignante, on a fourni un lexique pour que chaque personne enseignante ait vraiment en tête les bons termes, les bonnes définitions. Des textes de vulgarisation basés sur les écrits scientifiques pour chacun des 8 thèmes afin de les présenter, de présenter la source de ces stéréotypes-là aux personnes enseignantes, que ces personnes enseignantes-là sachent d'où ça vient, comment ça se manifeste et quelles sont les pistes d'intervention à prioriser face à ces stéréotypes-là. Et enfin, bien sûr, les activités en soi, donc les séquences d'apprentissage, qui incluaient bien sûr un déroulement typique de séquences d'apprentissage, des activités de réinvestissement si on souhaite réinvestir le thème, et les éléments à surveiller, parce que quand on aborde des sujets qui sont davantage sensibles, on s'attend à ce qu'il y ait certains enfants, qui vont réagir différemment. Et puis, c'est un peu d'essayer de prévenir ces réactions-là, et surtout d'avoir des mots qui sont adéquats pour venir encadrer les réactions ou les comportements qui pourraient émerger. Enfin, tout le matériel est prévu d'être inclus dans la trousse, soit la littérature jeunesse qui va être mobilisée dans chacune des activités, les marionnettes qui ont été conçues, ainsi que tout le matériel visuel, qu'il soit électronique ou imprimable. Donc, cette version de la trousse a été évaluée par des experts.
Les experts devaient compléter un questionnaire de ce type avec différents critères qu'ils devaient coter comme étant atteints, plus ou moins atteints ou pas atteints. Donc, ça tournait beaucoup autour de la pertinence de chacun des éléments, de l'adéquation dans le contexte, notamment des personnes enseignantes, des enfants à l'éducation préscolaire. Donc, ça, c'était vraiment ce qui était au cœur de l'évaluation des experts et ils devaient fournir des commentaires. Ce qui fait que pour les 5 grandes sections de l'évaluation, soit la structure et le contenu des textes de vulgarisation, le lexique, l'exemple de séquence d'apprentissage de développement, les objectifs même de l'intervention, ainsi que les caractéristiques du déroulement de l'intervention, chacune des six experts, pardon, je manque de mots, ont pu juger de ces différents critères-là. Et si on regarde du côté de l'évaluation, on voit que de façon globale, pour les 4 premiers critères, l'appréciation était très positive. Pour ce qui est du déroulement de l'intervention, il y avait définitivement des ajustements à faire. Et c'est ici, en fait, le déroulement, c'était vraiment que la durée de la trousse était insuffisante, mais le nombre d'activités était trop élevé par semaine. Donc, en répartissant les activités sur une plus longue durée, on venait répondre à cette grande préoccupation-là qui était soulevée par les experts. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter brièvement le matériel de la trousse qu'on a eu beaucoup de plaisir à développer là, avec des professionnels. On a eu la chance d'avoir une illustratrice de grand talent qui nous a accompagnés dans la confection des marionnettes ainsi que toutes les illustrations, une graphiste qui nous a aidé à poursuivre cette intégration-là vers un logo qui est plus formel puis tout ça. Ainsi qu'une doctorante qui a élaboré les activités. Donc, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, on a vraiment une trousse qui est complète, très riche, avec un beau visuel. Donc, la trousse, là, on n'a pas la boîte en soi, mais ça, ce sont les petits chatons qui sont nos mascottes, Sacha et Charlie. Donc, et si vous regardez la vidéo, vous allez voir, Isabelle a les petites marionnettes en soie. Ce sont nos petites mascottes, là. Donc, c'est ça. Donc, Sacha et Charlie sont là. Puis, ce sont les 2 mascottes qui vont suivre les jeunes tout au long des activités. Donc, il va y avoir parfois des discussions avec les jeunes qui vont passer par les marionnettes. Il va y avoir des discussions entre les chatons et tout ça. Donc, ça va venir vraiment là, structurer tout l'apport lié au contenu des stéréotypes de genre vers les enfants. Donc, vraiment, c'est le moyen de transmettre vers les enfants. Ça, c'est des exemples d'images qui sont destinées à la réalisation d'activités puis qui sont, par exemple, soit à colorier ou des choses comme ça. Là, dans ce cas-ci, il y en a qui ont aussi déjà des couleurs. Et là, je vais vous présenter dans le manuel enseignant. Donc, une fiche va ressembler à ça. Donc, ici, on a le thème des sports, des stéréotypes de genre dans les sports. On a tout d'abord la section qui se nomme « La recherche en bref », le texte de vulgarisation, avec ici, on le voit un peu moins bien à l'écran, là, à l'imprimer, ça va être plus clair, mais chaque mot-clé qui se retrouve au lexique est présenté en couleur ici dans le texte. Donc, dans le lexique, on a ici là, les mots qui se retrouvent. Ensuite, il y a l'intervention en classe, donc les interventions priorisées par rapport à ce type de stéréotype de genre-là. Puis une mise en contexte des activités qui vont être à réaliser, donc les activités de la séquence d'apprentissage qui se déclinent dans la page suivante. Donc vraiment un format typique de tableau, là, de situation d'apprentissage, de développement avec les intentions éducatives, etc. Ici, l'élément déclencheur, une discussion entre les chatons, le déroulement, avec les différentes étapes, vraiment, avec aussi une indication sur la durée prévue. Ici, par exemple, vous avez une activité qui est une lecture interactive du livre Rudolf nous rive. Donc, ce livre-là va être joint dans la trousse. Donc, les personnes enseignantes vont payer pour le livre en soi, mais pourront y avoir accès là, par la trousse. Et ensuite, le retour, bien entendu.
avec les enfants et les points à surveiller. Donc ici, c'est les points à surveiller par rapport à cette activité-là spécifiquement. Je vais passer rapidement sur la deuxième activité, qui est la récréation de Sacha. Si vous voulez avoir plus de détails, c'est dans le rapport, cet exemple d'activité-là. La récréation de Sacha, qui est un genre de mise en scène d'une situation qui s'est passée entre les chatons. Les éléments à surveiller. Et enfin, pour clore le thème, ce sont les activités de réinvestissement de la thématique qui sont proposées ici. Donc, ce sont vraiment seulement des pistes, mais la personne enseignante, dans le même esprit de ce qu'elle vient de réaliser avec les jeunes, va pouvoir présenter d'autres activités. Je te repasse la parole. Oui, merci. Oui, donc j'y vais avec les contributions théoriques et pratiques maintenant du projet. Donc évidemment, on a quand même beaucoup réfléchi aux principales contributions que le projet apporte. Et pour nous, bien entendu, ce qui ressort, c'est d'abord la mise à disposition de ressources concrètes destinées aux membres du personnel enseignant et non enseignant qui œuvrent dans les milieux. Pensons d'abord évidemment à la formation, qui démontre des effets qui sont prometteurs pour sensibiliser les personnes enseignantes aux stéréotypes de genre. Puis, comme Natacha l'a bien expliqué, c'est une ressource qui est autoportante, qui est asynchrone, donc qui va être mise à la disposition des intervenants qui voudront la suivre. Et donc, cette ressource-là va être pérenne bien au-delà, évidemment, du projet. Ensuite, dans la mise en disposition des ressources concrètes, il y a la trousse, bien entendu, là, qui est mentionnée là, dans le deuxième point ici de la diapositive, donc qui est jugée utile et adaptée pour les milieux scolaires qui sont concernés, dans ce cas-ci, préscolaire 5 ans. Mais il y a aussi toute la section recherche en bref que Natacha vous a présentée. Donc, tout le volet théorique, évidemment, ça a été une grosse recension théorique assez approfondie qui a été réalisée pour mettre en commun tous les contenus à propos des sources, des manifestations de l'ensemble des stéréotypes de genre qui touchent les enfants, et c'est divisé par thème. Et à chaque fois, il y a évidemment ce que c'est, ce que la recherche en dit, mais aussi tout un volet lié à l'intervention qui est réputé efficace selon les écrits. Et évidemment, comme ça, c'est divisé en 8 thèmes. Il y a beaucoup d'éléments et à notre sens, bien évidemment, ça va donner lieu à des publications. Notre intention, c'est de diffuser toute cette information sous forme notamment d'articles théoriques. Mais ça va être aussi disponible dans la trousse. Donc, en soi, je pense que c'est important de souligner cet apport-là. En termes de recommandations maintenant qui émanent du projet, on a divisé nos recommandations selon les publics cibles. Donc, le premier public, à notre avis, qui est ciblé par tout ce projet-là, ce sont les personnes enseignantes et le personnel scolaire. Donc, une première recommandation, c'est d'amener le personnel à prendre conscience de ses propres biais de genre. Toute la recension qui a été faite pour réaliser les trousses et la formation nous amène à réaliser qu'il y a beaucoup de biais de genre dont la majorité, j'ai envie de dire, sont implicites, c'est-à-dire qu'ils sont même inconscients. Donc, les personnes enseignantes, le personnel scolaire, souvent va manifester certains biais. Évidemment que la formation, c'est une bonne façon d'en prendre conscience, mais je pense que c'est important de prendre le temps ici d'en faire un point particulier. C'est important d'amener les gens qui interviennent auprès des élèves à prendre conscience de leur propre biais de genre, qui vont tantôt favoriser les garçons, tantôt les filles, selon les domaines, les matières, etc. Ensuite, un peu en lien avec ça, j'ai envie de dire ce qui en découle, une autre recommandation, c'est de repérer les biais de genre dans le matériel et les pratiques pédagogiques. Vous avez vu un exemple à travers ce qu'on vous a montré dans la capsule, mais il y a différentes stratégies qui amènent à porter son attention sur certains éléments en particulier, les couleurs, ce que les personnages font, les caractéristiques physiques de ce qu'on affiche dans la classe, donc pour être capable de repérer efficacement ces biais-là. Ensuite, un des éléments qui est vraiment soulevé dans les écrits sur le sujet, c'est l'aspect vraiment direct et explicite. Donc, de prévoir un enseignement explicite pour amener les élèves à savoir ce que c'est qu'un stéréotype et à quel moment ça se manifeste. Bien évidemment, ça serait une recommandation vraiment pertinente. Et enfin, être apte à reconnaître les stéréotypes manifestés par les élèves et à intervenir de manière directe et rapide.
Ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves, évidemment, entre eux, manifestent beaucoup de stéréotypes et souvent, j'ai envie de dire, ce sont des occasions manquées d'intervenir, de les identifier correctement et de faire des interventions, un peu comme Annie disait avec le ping-pong, mais c'est un peu de se servir de ces réactions-là. Notamment, souvent, ça va être des réactions lorsque un enfant manifeste un comportement qui est contre-stéréotypé. Donc là, c'est important de prendre la balle au bon, finalement, puis d'intervenir à ce moment-là. Et ça, bien sûr, ça s'apprend aussi, on le voit aussi là, dans la formation autoportante, mais ça fait partie des messages là, à transmettre. Ensuite, il y a des recommandations pour les gestionnaires scolaires. Au-delà de ce que les enseignants font eux-mêmes sur une base individuelle, pour les gestionnaires scolaires, l'idée ici, c'est plutôt d'assurer une cohérence dans les pratiques de l'équipe école pour limiter les biais de genre. Donc, cette cohérence-là peut être faite à travers les interventions qu'on fait auprès des enseignants, mais aussi de toute l'équipe école pour qu'il y ait un langage commun, finalement. Ensuite, mettre en place un système d'intervention qui est applicable à tous les élèves, indépendamment de leur genre. Plus on a d'indicateurs puis de comportements en lien avec les comportements, de réactions en lien avec les comportements des élèves, plus c'est clair, moins il va y avoir d'interprétations puis de biais subjectifs finalement qui vont entrer en ligne de compte. Donc ça, c'est une recommandation qui peut être intéressante puis qui peut être mise en œuvre, mettons, au niveau méta, là, donc au niveau plus scolaire. Un autre élément qui est ressorti quand même, des commentaires aussi qu'on a reçus sur l'évaluation de cette trousse-là, mais aussi des écrits. Les stéréotypes, hein, bien sûr, ça peut se transmettre par différentes personnes, puis l'école, c'est un des moteurs ou des leviers pour faire la promotion, aussi pour limiter la promotion des stéréotypes. Mais évidemment, c'est difficile de faire abstraction des familles, puis des autres personnes, en fait, des autres acteurs et actrices qui interviennent auprès des enfants. Donc, une des recommandations qu'on peut faire, c'est de favoriser une approche qui est plus concertée, donc en collaboration avec la famille et les communautés, pour qu'on ait à nouveau un langage commun sur les valeurs qu'on souhaite promouvoir. Il y a aussi des recommandations qu'on peut faire qui sont destinées aux décideurs et décideuses. Une première recommandation qu'on peut faire, c'est d'encadrer la formation initiale des personnes enseignantes pour que les questions de sexe et de genre soient abordées de manière plus systématique, parce que pour l'instant, ce ne sont pas des contenus qui sont vraiment prescrits, c'est un peu au bon vouloir des personnes enseignantes. Donc, à l'issue de ce qu'on a observé dans notre projet, de tout ce qui a été aussi recensé à travers la recherche en bref, bien, il y a quand même des éléments qui pourraient être mis de l'avant dans la formation initiale. La suite, évidemment, après la formation initiale, il y a la formation continue, mais à nouveau, ce serait important de soutenir cette formation-là pour continuer à déconstruire les stéréotypes de genre à l'école. Une autre recommandation, c'est de revoir les protocoles pour assurer une représentation diversifiée des modèles de genre dans le matériel pédagogique. Là, je dis matériel pédagogique au sens large. Évidemment, il y a le matériel qui est fourni par les maisons d'édition. Et souvent, il y a quand même certains protocoles, mais il y a beaucoup moins de protocoles pour le reste du matériel pédagogique. Si on pense notamment à la littérature jeunesse, que les enseignants et enseignantes vont choisir pour différentes raisons, sans se soucier évidemment très souvent de cette représentation-là, parce qu'ils ont d'autres objectifs en tête. Mais d'avoir en fait ce protocole, ces protocoles avec ces procédures pourrait vraiment être une bonne idée pour faciliter cette mise en application. Puis, en lien avec cette suggestion, bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vraiment des guides très clairs pour analyser le matériel qui peut être utilisé à des fins pédagogiques, pour amener les enseignants à rapidement voir où sont les biais et les points finalement à observer et les points de vigilance là, à garder en tête. Je termine en vous parlant des limites et des pistes futures de recherche. En termes de limites, bien d'abord, on l'a quand même mentionné, là, la trousse qui a été développée est conçue spécifiquement pour le personnel enseignant de maternelle. Donc, évidemment, ça ne peut pas simplement s'adapter aussi facilement que ça. Ça va nécessiter certaines adaptations. La formation, elle, est destinée aux personnes intervenantes à l'école primaire. Ça serait intéressant aussi là, d'avoir une portée un peu plus large, là, notamment pour se rendre au secondaire, mais à nouveau, ça nécessiterait certaines adaptations, surtout parce que les exemples concernent vraiment là, plutôt des enfants ou des élèves là, du primaire.
il y a un certain manque de diversité culturelle parce que les stéréotypes sont toujours centrés dans une certaine réalité culturelle. Mais évidemment que tout dépendant du milieu dans lequel on se trouve, ben, les stéréotypes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut donc garder ça en tête. En termes de pistes de recherche future, je commence par des avenues de développement. D'abord, je crois que nos résultats, puis ce qu'on a eu comme, ce qu'on a montré comme, ce qu'on a développé comme outil, ça amène à suggérer la création d'autres ressources qui sont complémentaires. D'abord, en lien avec les limites que j'ai déjà mentionnées, bien, ce serait bien d'adapter la trousse pour qu'elle puisse, dans le fond, suivre les élèves dans le temps, notamment au primaire et éventuellement même au secondaire, parce qu'on se doute que des petites marionnettes au secondaire, ça n'aura pas le même effet. Ça serait vraiment intéressant aussi d'avoir une trousse ou en tout cas un certain outil qui serait destiné aux parents justement pour favoriser leur collaboration. La création aussi de grilles validées pour analyser le matériel et l'environnement éducatif serait sûrement fort utile. Et sur le plan de la recherche, en termes de validation des interventions qui sont développées, bien, là, on vous a parlé d'une validation qui est vraiment théorique de la trousse, mais il y a une validation empirique puis plus systématique. Il y en a d'abord une qui est déjà prévue, donc c'est une mise à l'essai qui va être réalisée en milieu scolaire pour évaluer la faisabilité de cette trousse-là. Mais dans une recherche future, il faudrait vraiment utiliser un devis expérimental à plus large échelle pour voir la généralisation des effets. Puis pour la formation, bien, il y a déjà un devis expérimental à plus grand déploiement là, qui est prévu puis qui fait l'objet d'une thèse de doctorat d'une autre de mes étudiantes, mais c'est quand même, je pense que c'est important de vous mentionner que ça s'en vient. Là. Donc, on pourra vous confirmer, dans le fond, l'efficacité de cette formation. Voilà, donc ça clôt cette présentation. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, j'aimerais quand même là, souligner la participation de toutes les personnes là, qui sont intervenues depuis le début, parce que vous vous doutez que c'est un projet qui a quand même qui a demandé beaucoup de bras. Merci. Un grand merci à vous. Puis je rappelle hein, que le rapport est toujours disponible, très accessible, visuellement très agréable aussi, là, il faut se le dire. Vous avez des beaux outils. La fiche que vous nous avez présentée, on la retrouve aussi en annexe. Donc vraiment, je vous invite à aller consulter le tout. Puis j'en dis pas plus, je vous laisse à la période de questions. Je vais laisser le vrai mot de conclusion à Caroline, mais quand même, je vous dis quelques petites choses. Ben, d'abord, je tiens à vous remercier, les présentatrices, pour la communication d'aujourd'hui, les deux. Vraiment très riche ce qu'on peut ressortir de vos présentations, de vos recherches. Je veux aussi remercier le ministère hein, d'avoir financé ces recherches, d'avoir rendu possible le tout. Puis aussi aux participants, participantes, là, vos questions sont toujours éclairantes puis dynamisent nos rencontres, là, il faut le dire. Donc, un grand merci à vous. Je rappelle que vous allez trouver les rapports de recherche sur le site web du Fonds. La rencontre va être diffusée également sur YouTube dans quelques jours. Toutes les personnes inscrites vont d'ailleurs recevoir le lien. Donc, vous n'avez pas à le chercher trop longtemps si vous voulez le rediffuser ou le partager à un collègue, une collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Vous allez recevoir le lien là, dans quelques jours. Puis, vous pouvez aussi vous inscrire à nos activités. On a quand même une saison qui s'annonce assez remplie. L'année 2026, on va avoir beaucoup de présentations sur le programme Persévérance et réussite scolaire. En tout cas, c'est ce qui s'annonce. Donc, on vous invite là, à vous inscrire justement à notre infolette FRQ pour ne rien manquer. Puis, vous allez recevoir un petit sondage, hein, une fenêtre qui va émerger en sortant de la rencontre. C'est un sondage tout court, mais on vous invite à y répondre. Ça nous permet de mieux accompagner, en fait, nos équipes, nos partenaires dans la tenue de cet événement. Ça nous permet de nous ajuster aussi selon vos commentaires. Donc, n'hésitez pas là, à nous donner des idées pour améliorer ou pour conserver la formule. Donc voilà, je vais donner le vrai mot de la fin à Caroline maintenant. Ah, ça, merci, Karine. Ben, c'est à mon tour de vous remercier, les fonds, soit Karine Gendron et Audrey Asselin pour l'organisation, toute l'organisation que ça prend, puis pour l'animation de l'activité d'aujourd'hui.
Je veux remercier également les chercheuses Annie Charron et Isabelle Plante et leur équipe respective pour nous avoir développé des nouveaux outils, des nouveaux dispositifs de développement professionnel en contexte d'éducation préscolaire. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est justement ça. C'est que le développement professionnel, par l'accompagnement, la formation, des outils, permet de bonifier la qualité des interactions enseignantes-enfants et de conscientiser le personnel scolaire à propos des stéréotypes de genre. Mille merci à vous, participantes et participantes en webdiffusion. Nous étions près de 200 personnes qui se sont inscrites à l'événement, ce qui témoigne un réel intérêt pour la recherche en éducation préscolaire. Ne manquez pas la prochaine activité de transfert qui aura lieu le 16 décembre prochain. Audrey va sans doute envoyer le lien là, pour s'inscrire à cette activité-là. Elle portera sur, je vais vous le dire, sur les effets des espaces technologiques flexibles, soit des espaces makers, et sur les mesures à déployer lors des stages en enseignement pour des personnes étudiantes en situation d'handicap. Et si vous voulez aussi être informé des prochaines activités de transfert, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre du ministère de l'Éducation qui s'appelle Infotransfert. Audrey vous enverra le lien pour vous y inscrire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation cet après-midi. Puis